Précieux salut à vous. Je suis Alain Christian Calaban, journaliste spécialisé dans l'humanitaire. Il nous est de plus en plus difficile d'arpenter nos rues, d'avancer dans nos quartiers, dans nos villages, sans rencontrer des personnes qui sont dans la souffrance, dans le dénouement et pire encore, des personnes qui sont dans des maladies chroniques. Il y aura impossible de pouvoir véritablement recevoir des soins parce que cela coûte. Il leur est impossible de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une prise de médicaments. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux meurent, mais nous ne sommes pas du tout au courant parce qu'ils sont enfouis dans leur coin, dans leur quartier ou dans leur village. Alors nous avons décidé de pouvoir véritablement prendre cela comme notre cheval de bataille, prendre la libération de ces personnes comme notre cheval de bataille. Nous avons décidé de nous engager justement à pouvoir soulager la souffrance de ces âmes en peine, de ces personnes qui sont dans le dénuement autant financier que matériel, afin de pouvoir leur venir en aide pour une restauration sanitaire. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre aide. Sachez qu'un médicament, sachez qu'un don, quelle que soit la somme, est important pour cette personne. Nous avons vu des personnes parmi eux mourir pour un petit franc. Donc il est important que nous considérons que ce que nous pouvons négliger est important pour des vies. Alors n'hésitez pas, faites-nous confiance, faites un don à l'association Urgence Plus Monde et vous êtes certains qu'avec vous, nous allons sauver de nombreuses vies. Nous savons que nous pouvons le faire et que nous devons le faire dans l'urgence. Soutenir l'association Urgence Plus Monde, c'est redonner de l'espoir et la vie. Amour, partage, restauration, Urgence Plus Monde a 1 an. À l'occasion de son premier anniversaire, l'association Urgence Plus Monde organise le dimanche 9 juillet 2017 dès 16h un grand concert gospel de charité à la mairie de Yaoundé 5e, 6 à côté de la caisse, sous le thème Une place, un don, la voix qui donne. Venez soutenir les malades en apportant vos dons. Seront de la partie David K, Prince de Jésus, Charles Sitenga, Nathalie Meyo, Nomo Perez, Charlie Blessings, Florie Le Brandon, Balo, Maman Ness, Kael Ondogo, les Skydancers et bien d'autres. Entrée libre et gratuite. Infoline 699 91 40 57 679 73 04 86. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Un nouveau jour s'est levé à Yaoundé au Cameroun. C'est une nouvelle expédition qui s'annonce pour l'équipe de Secours Plus en route pour Soa, une ville située à une 60aine de kilomètres de la capitale politique. En effet, un cri à l'aide s'est fait entendre de ce côté-là. Une famille durement éprouvée à cause du malheur qui a frappé le responsable, père et grand-père et époux depuis de nombreuses années. Malgré ma souffrance, je crois. Nous sommes comme cela à environ 14 km de la ville de Yaoundé. Nous sommes arrivés comme cela à Soa. Nous sommes venus pour rencontrer un homme qui souffre depuis plusieurs années, on peut dire une dizaine d'années. Il souffre depuis une dizaine d'années comme cela ici à Soa. Il a un problème au niveau de sa bouche, probablement un hémangiome, mais alors très énorme. Et nous avons décidé comme cela de venir nous enquérir véritablement de son dossier, de sa situation, afin de trouver une solution à ce problème. Nous allons rencontrer Biakolo Thomas. Biakolo Thomas, c'est un papa qui a environ 60 ans et qui est malade depuis une dizaine d'années. Nous y allons tout de suite. C'est ici, je pense. Voilà, c'est ici. Ne quittez pas le petit écran, on y va ensemble.
ce cri qui vient de cœur attristé. Comme d'habitude, c'est avec beaucoup de précipitation et d'enthousiasme que l'équipe de Secours Plus se rend à leur côté. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. Je serai toujours pour toi. Nous pensons que par la grâce de Dieu, on va trouver une solution. Comme vous avez constaté, c'est un gros problème pour lui depuis de nombreuses années. Nous allons nous installer pour suivre exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ce temps, et pour qu'il soit dans cette situation et voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser le maximum de sous pour qu'il puisse être opéré le plus tôt possible. Et à côté, nous avons justement, comme on nous l'a présenté, on a sa maman. Il a la grâce d'avoir encore sa maman, hein, sa maman à ses côtés, qui prend soin de lui encore. Hein, maman? Maman, tu es encore là? Hein, tu aimes... hein? On est venu trouver, on est venu voir comment on peut s'occuper de ton fils. Il faut le dire. Elle dit une joie énorme. C'est ça. Une joie énorme. Voilà, on va faire tout pour que cette joie continue et qu'il puisse véritablement être opéré, puisque pour l'instant, ce n'est qu'une promesse, c'est le tout début de son histoire de restauration. Et naturellement, cette histoire ne peut que véritablement aboutir si nous faisons un geste pour lui. Mais avant, naturellement, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dizaines d'années. Et c'est tout de suite le temps pour nous de nous installer. Thomas Biakolo, ce soixantenaire originaire du centre, objet principal de la visite de l'équipe de Secours Plus, souffre depuis 10 ans d'une tumeur au niveau de la bouche. Elle a évolué progressivement jusqu'à le défigurer. Il aurait parcouru des hôpitaux jusqu'à épuisement de ses économies. Ça a commencé quand je suis parti à retraite en 2007, quand mon oncle était mort. C'est vrai que ça a commencé. Ce temps-là, je crois que c'était la sinusite. C'est parcouru partout, dans les marabouts, partout dans les hôpitaux, sans suite. J'ai commencé ensuite. C'est vrai qu'on m'a envoyé à l'hôpital central. Après l'hôpital central, je suis parti à la CSI. Il m'a demandé le scanner et le tour dentaire. Et ce temps-là, ce n'est plus moi de faire toutes ces opérations parce qu'il fallait me faire ça du coup. Que je ne devais pas faire, dès que je fais la radio, ça dépasse 3 mois. J'ai fait d'autres radios, mais quand j'arrive, ça devait dépasser 3 mois. Il faut qu'on recommence à zéro. J'ai encore le mois, la situation ne fait que s'empirer. La maladie a commencé après sa retraite quand on est déjà parti au village. On est parti à l'hôpital central.
On dit que c'est le tumeur. Ce n'est plus l'hôpital central, nous envoie CHU. CHU, ce n'est plus CHU. Je ne sais pas, on a dépensé même l'argent, fatigué. J'ai fait les bâtons du manioc, fatigué. Dans la profondeur de sa maladie, Thomas est tombé dans un coma profond. Une situation qui a perturbé une fois de plus sa petite famille. J'ai fait 3 semaines de coma dans cette maison. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le problème avec mon petit frère et sa femme. Son petit frère m'appelle que viens vite. Je suis venue avec l'argent. J'ai trouvé mon mari état qu'il ne parlait même plus. Il est déjà gonflé jusqu'à... Comme on dormait ici, sa maman est déjà lui prendre et déjà lui mettre dans la chambre là-bas. 3 semaines en Selon coma. plusieurs sources, la maladie de Biakolo serait d'origine mystique. Un problème d'héritage et de chefferie qui serait la cause de son malheur. La femme que mon oncle a laissée, il dit que c'est lui, c'est elle qui m'a jeté le sort. Et jusqu'à présent, elle confirme toujours. Alors, la maladie a commencé à s'aggraver petit à petit, jusqu'à ce que je suis déjà à cet état. Je n'avais même pas le terrain. Là-bas, chaque jour que je pars en bourse, c'est là que la maman, là, elle envoie ses enfants qui viennent me taper. J'ai même des photos. Je pars même avec les enfants comme ça, on nous tape avec les enfants. Bref, ça s'est aggravé. On est monté ici à Yaoundé. Mon oncle avait laissé une plantation. C'est sur cette plantation que j'ai eu tout ce problème. En dehors de ça, mon oncle a dit que je dois rester sur le village. C'est par là qu'il connaît ma mort. Parce qu'elle a venu 2 enfants à sa famille et dit que ce sont ces enfants-là. Ces petits-fils qui doivent prendre la responsabilité de ceux du village. Et qu'elle a encore tout le pouvoir de son mari. On a fait seulement rien que 3 ans au village. Les problèmes sont commencés avec la femme de son oncle. Le problème du terrain, ce n'est plus encore le problème du terrain, le problème du champ du cacao. Et la maman là, elle dit que on ne doit pas rester là-bas au village parce qu'elle avait travaillé son cacao avec son mari. Moi, je croyais que comme ils étaient en train de parler des trucs comme ça, c'est quelque chose que ça pouvait passer. À un certain moment, elle dit qu'elle est partie lancer quelque chose au champ du cacao. Si je passe encore là-bas avec les enfants, ça va nous toucher. Ce n'était pas encore comme ça. Elle dit aux gens du village qu'il y a déjà quelque chose qu'elle est déjà partie planter là-bas au champ du cacao. Ça concerne mon mari, si mon mari entre encore là-bas, lui-même, il va écoper. C'est là que la maladie a commencé. Il me dit seulement rien que j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents. On a commencé la dent. Ce n'est plus encore la dent. On dit que si c'est chirurgie, si c'est quoi. On a commencé les trucs au village. Biakolo, monsieur. Biakolo était un fonctionnaire. Autant d'années, il était toujours en bonne santé lorsqu'il était en service. Et en dom et oui, à Marianne, Biakolo, à côté de mon coucuma, à Dieu. Quand mon frère aîné est décédé, et il a laissé les recommandations que ce Biakolo, qui devait être le chef du village, dans son village à Ecombitié. dont la veuve de son frère est mécontente de sa nomination en remplaçant de son mari. Et puis, la veuve donc est allée d'abord mettre les fétiches
quand mon frère vivait encore. Mais ce qui m'est choisi. Je ne peux rien vous cacher. Aussi, tu connais Ce n'est pas une maladie qui est venue comme des autres maladies. C'est une maladie de méchanceté, de haine. Sa grand-mère lui avait donné cette maladie à cause de le nommer chef du village et à cause du champ du cacao. La femme de Noko, grand de mon bombo, a fait qu'il tombe malade. Thomas Biakolo et les siens expérimentent jusqu'ici un rejet total de leur famille. Ils sont sans domicile fixe et ont trouvé un refuge provisoire chez sa maman, malade de la lèpre depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis 3 ans que je suis ici, à Soir, dans la maison de ma mère. Je souffre toujours. Les enfants sont dehors. La femme fait des maisons que la femme fait ici. Nous, comme ça, on nous dit qu'on est bête. Partout qu'on part, on dit qu'on est bête. Qu'on ne réfléchit même pas. Là, on habitait, on a fait sortir toutes nos choses dehors. Et quand on part, on n'a pas d'habitation fixe. Et on est comme ça. Et tout le monde du village est contre nous. Pour le voir mourir et pour le lever comme chef du village et qui n'a rien fait. Et c'est aussi comme ça qu'on maltraite tous nos gens. On nous voit en route, on nous insulte quand nous sommes des enfants, des handicapés. Ça me fait mal au cœur. Et quand on me dit ça, c'est toujours triste. Je me mets toujours à pleurer. Et quand je le vois comme ça, je ne suis pas du bon humeur. La femme de son petit frère dit qu'on va contaminer ses enfants, ici, machin, truc. Et elle ne veut pas que son mari touche son frère. Ça a commencé, c'était une bagarre, je ne sais même pas comment je peux dire. On était dehors, j'ai dit à mon mari que donc, si c'est comme ça que, comme tu n'as pas conçu, il faut qu'on quitte. On est quitté, on est parti là-bas au Carrefour Fouet. C'est là-bas qu'on était une petite chambre comme ça. Je vivais avec tous mes enfants aussi. On a fait là-bas presque 6 mois. Les gens là-bas, on m'agresse en bourse partout. Partout. Je me dis que je veux faire comment. Il y avait même les gens qui faisaient déjà les plans pour me violer même en bourse. Je dis que je veux faire donc alors comment. Il faut que je rentre à Yaoundé. À Yaoundé, quand je rentre comme ça, on vivait sur la maison de son oncle. C'est là-bas qu'on avait mis les affaires quand on est parti en retraite. Ça fait déjà 3 semaines aujourd'hui. On m'appelle que tous les affaires sont déjà dehors. Arrivé là-bas, ça m'a fait un genre. Tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on, moi et mon mari, qu'on avait fait quand il travaillait, je n'ai rien maintenant. Ni un mari, ni même quelque chose, ni jusqu'au lit. On a jeté tout dehors. J'ai pleuré là-bas jusqu'à que je suis venue lui dire que je ne peux plus encore supporter comme ça. Ni le terrain, ni là qu'on peut dormir même. Je veux vivre comment avec mes enfants. Je pars même chez moi. Mon père est né avec, ils étaient à 6, à 9. Ils sont déjà morts tous avec toutes ces femmes. Je suis comme ça, là que je suis là. Ma famille même est déjà fatiguée avec la maladie ici. Mesdames, Messieurs, à l'écoute de l'histoire de Thomas Biakolo, on se demanderait si c'est véritablement un film hollywoodien
C'est tellement pathétique, triste même. À la limite, on ressent beaucoup de douleur face à toute la haine dont cette famille fait face dans leur environnement social et même familial. Mais nous voulons croire que ce n'est pas à ce niveau qu'on va s'arrêter et que quel que soit ce que cette famille fait face, quelle que soit la situation, qu'elle soit physique ou spirituelle, nous comptons sur chacun d'entre vous. Si elle est spirituelle, alors nous avons certainement en face de nous des hommes de Dieu qui sont capables de pouvoir véritablement libérer cette famille de ce joug, de cette parole de malédiction. Et si elle est scientifique, nous avons également en face de nous des personnes qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. En termes de finances nécessaires, il faudra probablement environ 2 millions pour s'en sortir. Nous croyons que chacun pourra mettre la main à la poche pour que les scientifiques que nous avons rencontrés, les médecins, les spécialistes, puissent véritablement faire quelque chose pour Biakolo. Tout compte fait, il y a quelque chose à faire et chacun devra faire à son niveau. Confus et désemparés par cette situation assez complexe, l'association Urgence Plus Monde a prise sur elle de faire des recherches pour trouver une solution à cette impasse. Pendant que le serviteur de Dieu, le pasteur Lazare Biem, explorait le domaine spirituel de l'affaire. Après plusieurs consultations et examens sponsorisés et suivis par l'association Urgence Plus Monde, les spécialistes ont diagnostiqué la cause spécifique et scientifique de cette maladie. Voilà, nous sommes en face d'un patient, M. Biakolo Thomas, âgé de 60 ans, de sexe masculin, qui présente une volumineuse tumeur de la mandibule qui est vraisemblablement un améloblastome. Alors l'améloblastome c'est quoi? En fait c'est une tumeur bénigne qui se développe aux dépens de la dent et des tissus de soutien de la dent que l'on appelle le parodonte. C'est-à-dire cette tumeur a pour point de départ la dent et ses tissus de soutien et elle envahit progressivement la mandibule en la détruisant et en formant en son sein des zones kystiques qui peuvent se surinfecter, c'est-à-dire produire du pus. Et c'est une tumeur qui est d'une évolution lente et progressive, mais assez déformante, comme vous pouvez le constater chez ce patient-là. La solution médicale qui s'avère chirurgicale. Thomas est donc opérable et ceci doit se faire dans l'urgence pour éviter d'éventuelles complications. Une large résection chirurgicale est recommandée, c'est-à-dire il faut procéder à une chirurgie qui va enlever totalement la tumeur avec des marges assez sécurisantes, à savoir qu'il faut passer loin de la limite de la tumeur pour éviter une poursuite évolutive. Et cette chirurgie, quand elle est bien menée, entraîne une guérison totale qui va changer le quotidien de ce malade, de M. Biakolo, qui aujourd'hui et depuis 10 ans est assez difficile, comme il a certainement dit, et la chirurgie entraîne une guérison totale et qui fera qu'il puisse vivre comme chacun d'entre nous. Bien que cette intervention soit possible, le travail s'avère assez laborieux et délicat. Alors c'est une chirurgie invasive, c'est-à-dire qu'elle elle saigne, elle peut saigner, mais on s'arrange pour restreindre, n'est-ce pas, au strict minimum les pertes sanguines. C'est une chirurgie qui est assez laborieuse aussi, en ce sens qu'elle va prendre beaucoup de temps. Le temps estimatif pour une résection d'une tumeur pareille est de 7 à 8 heures de temps d'anesthésie. De toute façon, la possibilité d'une intervention chirurgicale est une bonne nouvelle pour Biakolo. Cependant, à lui seul,
il ne peut pas rassembler les millions, 5 et plus, nécessaires à sa restauration. En effet, les conditions de vie sont de plus en plus dures pour cette famille de 6 enfants. C'est à peine qu'ils peuvent même se nourrir sans mendier. La progéniture de Thomas n'a pas été scolarisée cette année, faute de moyens financiers. Ces enfants tristes et désemparés face à ce malheur qui les met tous en marge de la société. Manger bien, oui, c'est difficile. C'est très difficile. Alors pour vous, parce qu'ils étaient les anciens élèves, ils sont partis comme ça, pour 100 francs. Pour payer. Pour l'école, il n'y a rien. Pour l'école. Pour manquer de voix. Ça fait déjà 3 ans aujourd'hui, les enfants ne fréquentent pas. Je veux faire comment? La retraite est déjà venue. L'argent même est déjà calé. Je sais qu'on fait comment pour avoir l'argent de retraite. Lui, il ne parle pas, il ne marche pas. Je veux faire comment? Depuis qu'on est ici, là, on ne part pas à l'école, ni manger bien. On ne fout vraiment rien ici. Et on n'a pas de maison pour vivre. On est ici, là, on marche partout pour chercher même l'argent en route pour manger. On meurt de faim, donc on est là. On n'a rien pour manger. On n'a pas d'argent, on dort à même au sol. Et cette année, je ne suis pas allé à l'école. Manque de moyens. Et ma famille et mes frères, tous nous sommes assis. Personne ne part à l'école. Notre père est malade. On ne sait pas comment faire pour qu'on mange. Notre père, il ne marche pas. Il part en route. Il chie sur lui. Quand il rentre ici, là, il dort seulement. Même sorti dehors, il ne sort pas. En plus de cette situation, Thomas a été handicapé suite à un accident de la circulation il y a de cela quelques années. Quand je suis malade, je n'ai plus de force. J'ai un pied cassé, pied gauche, sur le genou. Avant de travailler. Le pied là, ça s'est cassé comment? Je suis tombé sur la moto de l'hiver. Le pied s'est cassé sur le genou. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 5 ans. Que de douleur pour sa modeste personne et pour cette petite famille. Toutefois, pour eux, l'arrivée des représentants de l'équipe de Secours Plus est une marque d'espoir pour un lendemain meilleur. Je remercie le Seigneur. Je prie que tout se passe bien. Parce que tout le monde veut se rendre à mort. Mais c'est Dieu seul qui me détient encore. C'est lui qui a le seul mot. Et celui qui va faire ce que nous, l'argent qu'on m'a demandé, on aura ça. Rapidement, mon opération va se passer très bien. Celui qui va tenter à faire une fois de cœur sur moi, et cette fois-là, il va faire un tuer. C'est pourquoi l'opportunité leur est offerte pour ouvrir leur cœur aux âmes sensibles téléspectateurs de ce programme humanitaire. J'appelle les âmes de bonne volonté. De venir à l'aide à mon fils Biakolo afin qu'on puisse l'opérer. Et cette opération demande assez d'argent. Je veux que les hommes de bonne volonté
guérisse mon papa, le repère, et je demande de l'aide à tout le monde, les pègres, les pasteurs. Je veux que tous les gens qui ont un bon cœur de ce pays nous aident. Maïnou, Bourioulou, Boursalissé, Bourifin, Manabui, no, Moani Okui, ensuite Salvedine Bouquin. Je demande donc à l'aide à toutes les bonnes volontés qui peuvent m'aider. Même au moins 2 millions pour opérer mon mari. Même les pasteurs, ils sont ici. Comme il a commencé là, que ça marche bien, qu'on opère mon mari, que moi aussi je reste donc alors tranquille. Je souffre avec mes enfants. On ne mange même pas. Mes enfants dorment sur le sol. Alors qu'on avait la vie. Et maintenant je suis comme ça. Et puis, les gens de bonne volonté, partout à l'extérieur. Il y a les missionnaires qui nous aident pour mon opération. Ça nous a fait du bien. Tout le monde va abandonner. Quand je demande de l'aide à tous les gens qui font de bonne volonté, les pasteurs, les prêtres, tout le monde, tous les religieux. Ça, mais ça va. Ok. Ça va, hein? Ça va. Ça va aller. Oui, ça va aller. Le Seigneur va t'aider. Ouais, j'ai confiance. Les Camerounais vont t'aider. Les Africains vont t'aider. En se séparant de la famille Biakolo, l'équipe de Secours Plus planta ainsi une semence de restauration et de guérison totale grâce aux actions de cœur de tous ceux qui verront ce programme d'aide et d'assistance. À coup sûr, ça portera des fruits, gage de la compassion des bienfaiteurs. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes rendus comme ça à la fin de cette autre édition, de cet autre cas que nous vous avons présenté, le cas de Thomas Biakolo. C'est un cas assez pathétique, vous-même vous l'avez constaté. Nous espérons tout simplement que nous pourrons, grâce à vous, briser ce sort spirituellement et, naturellement, grâce à vous aussi, mobiliser le maximum de sous possible pour pouvoir atteindre le montant qui a été fixé, pour qu'il puisse véritablement être opéré le plus tôt possible. Je pense que la souffrance a déjà assez duré. 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est beaucoup. Nous pensons que vous pouvez faire un geste, vous pouvez le soutenir naturellement dans l'urgence. Et c'est sur cet appel à l'aide que nous allons vous dire au revoir, en disant au revoir également à Biakolo et à toute sa famille. Et en vous souhaitant naturellement une prompte guérison. Par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Au revoir, vous dites au revoir à tout le monde. Bonne route. Bye bye. Bye, bye, bye. Pastor, bye bye. 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 Habille mes mains. Amour, partage, restauration, Urgence Plus Monde à 1 an. À l'occasion de son premier anniversaire, l'association Urgence Plus Monde organise le dimanche 9 juillet 2017 à 16h un grand concert gospel de charité à la mairie de Yaoundé 5e, 6 à côté de la caisse, sous le thème Une place, un don, la voix qui donne. Venez soutenir les malades en apportant vos dons. Seront de la partie David Carr, Prince de Jésus, Charles Sitenga, Nathalie Meyo, Nomo Perez, Charlie Blessings, Florie Le Brandon, Balo, Maman Ness, Kael Ondogo, les Skydancers et bien d'autres. Entrée libre et gratuite. Infoline 699 91 40 57 679 73 04 86. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, après avoir suivi l'histoire de Thomas Biakolo, qui souffrait d'une tumeur mandibulaire du côté de Soie, nous espérons
que vous avez été vraiment ému de compassion et que naturellement le téléphone va sonner pour que nous puissions mobiliser les fonds nécessaires afin qu'ils puissent être pris en charge. Nous allons donc suivre cette fois-ci une autre histoire du côté de Douala. Il s'agit de l'histoire de Élise. Élise est dans la rue depuis 3 mois. Elle a été mise à la porte malheureusement et par sa belle-mère. Et aujourd'hui, elle erre dans la rue avec plusieurs enfants à charge et encore de surcroît, elle est à terme d'un autre enfant. L'histoire d'Élise est assez pathétique. Nous vous prions de suivre l'histoire de Élise. C'est maintenant. Douala, Cameroun, il est 18h. Élise nourrit ses enfants avec amour, mais dans la tristesse. C'est étonnamment le premier repas de la journée pour cette famille. Des avocats sans complément que Micheline, Bénard et Moïse prennent avec régal une part chacun. Une manne tombée du ciel, un don d'une bienfaitrice, surprise de les voir dans la rue. Il y a de cela 3 semaines que j'ai rencontré Élise. Lorsque j'ai traversé la route, j'étais du côté de l'école de la fraternité à Bépanda. Lorsque j'ai traversé dans la route, j'ai trouvé des enfants qui étaient assis sur une touffe d'herbe dans l'obscurité. Je me suis approchée de ces enfants et question de savoir pourquoi est-ce que les enfants peuvent être assis sur une touffe d'herbe tout seuls dans l'obscurité et en plus le dernier avec 2 ans. Élise Chouameni, originaire de Bakondige, par Bafan à l'ouest du Cameroun, âgée bientôt de 30 ans, est une mère orpheline avec 4 enfants à charge. Elle est dans la galère et vit depuis 3 mois dans la rue au quartier Bépanda Ambiance. Elle aurait été abandonnée par le père de ses enfants, un certain Serge, rencontré par l'entremise de sa grande sœur, aujourd'hui décédée. Entends mon cri. Je me trouve dehors. J'étais là-bas à Makepe. À Makepe, j'habitais à Makepe, là, de Makepe Bonamoussadi. Comme le père de ma première fille me maltraitait là. Le père de ma première fille me maltraitait, il n'est plus ici, il n'est plus avec moi. On s'est séparés depuis. Quand il me maltraitait, il a dit à mon grande soeur que ouais, pardon, qu'il veut qu'il me donne sa petite soeur. C'est ma grande soeur qui m'a donné à lui. Et il m'a caché ses parents, il m'a menti que sa maman était morte par l'accident de l'avion. Moi, je ne connaissais pas, moi, qu'il était en train de me tromper. Et de temps en temps, il me trompait. Quand il venait chez nous, ma grande sœur l'accueillait bien. Moi, je ne savais pas. C'est qu'un jour comme ça, que la famille avait appris la maison à nous. Avant, quand je le voyais, je l'ai vu passer et je l'ai poursuivi. Je lui ai dit, mais c'est comment, non? C'est comment? Il a dit, il n'y a rien. Mais il m'a amené, j'ai vu sa mère. Et de ce jour-là, sa mère m'a bien accueilli. J'habitais là-bas. Je faisais tout là-bas. Après avoir vécu un temps chez sa belle-mère, cette dernière l'aurait mise à la porte pour qu'elle rejoigne sa famille qu'elle refuserait par ailleurs de lui présenter. En plus, selon elle, ses enfants ne seraient pas tous de son fils. Je suis maintenant allée, les gens de bon volonté sont venus me lancer chez sa mère ici. Sa mère, je ne peux rester chez sa mère m'a mis dehors. Sa mère a dit qu'il ne peut pas me voir chez elle, veut que je parte. Que je parte dans un membre de ma famille. Je dis que ma famille ne peut pas venir, je n'ai même pas de famille. Je suis allée appeler un cousin. Un cousin est venu parler à sa maman. Il a dit que non, qu'il ne me veut pas, qu'il veut que je parte, qu'il ne me veut pas me voir chez elle, qu'il ne me veut pas, que je parte ailleurs, que je parle avec mes enfants Mboma. Quand j'ai conçu cet enfant encore, que Moïse est dans mes mains, sa mère a commencé à dire que ce n'est pas l'enfant de son fils, c'est monté, c'est descendu. Mais son fils a menti, que c'est une personne de Makepe qui s'appelle Francis qui m'a enceinté. Pourtant, le pauvre gars ne connaissait absolument rien. Moi, je ne connaissais pas ma Francis. C'est lui qui m'a amené à Makepe. Et il m'a présenté à ces gens que je suis sa femme, ceci, c'est là, monté, c'est descendu. Mais tout ça comme ça. Sa maman m'a dit que veut que je libère sa maison. J'ai libéré sa maison, je suis tombée malade. Je me suis couchée à l'hôpital. C'est l'enfance que j'ai amené. Sa maman m'a toujours repoussé. J'ai accouché dehors avant de revenir. L'aîné me dit que la belle-mère les a mis tous dehors, soit disant que ses enfants n'appartenaient pas vraiment à son fils.
Alors, pendant ce temps, la maman est venue et lorsque nous avons interrogé la maman a dit exactement la même chose. Nous sommes donc allés rencontrer la belle-mère en question. La belle-mère en question dit que c'est juste une dame qu'elle a aidée et dont elle logeait. Et lorsque j'ai interrogé les voisins également disent qu'elle a eu à habiter là-bas et qu'effectivement c'est là-bas qu'elle vivait. J'ai pitié de la femme-ci. Quand il venait dans mon cours-ci, je vois avec tous les enfants-ci, ils souffrent. J'ai amené. J'ai donné la chambre ici là pour repose en attendant. Avant que je cherche là où il sort, avant de souffrir comme ça. Les deux autres enfants, c'est pour lui. Il a même fait, c'est pour lui toujours, mais ceci, mais ce qui est dans mon ventre, c'est pour lui. C'est pour lui, je ne peux pas mentir, ce sont ses enfants. Par exemple, on ne le voit plus, par exemple, on le voyait même. Tu ne devais même pas discuter. Ça n'a même pas à discuter. Si tu vois même son père, même, tu ne dois pas discuter. Même depuis, je ne le vois pas moi. Sa maman dit qu'il devait voir ma famille. Que s'il rentre du village, que ma famille n'est pas là, que s'il est parti. Moi, je suis ma partie. Parce que je suis ma partie. Je suis ma partie jusqu'à maintenant. Cette belle-mère, que nous choisissons d'appeler Maman Anne pour maintenir l'anonymat, déclare avoir assez aidé Élise et ses enfants. Elle serait habituée à prendre en charge les enfants de son fils, qu'elle reconnaît d'ailleurs assez désordonnés. Je vais porter les enfants là. Je pars à l'hôpital. J'ai fait test pour le sang. Si ma passe sort, mon enfant là, c'est moi qui va écrire de ça. Mon enfant ne peut pas faire rien. Même aiguille. J'ai même 7 enfants que l'enfant l'a accouché. C'est moi qui envoyais à l'école. Mais la goutte d'eau qui aurait débordé le vase serait, selon cette dernière, la 5e grossesse qu'Élise aurait portée malgré tous les conseils qu'elle lui aurait donnés pendant son séjour chez elle. Une paternité d'ailleurs niée par son fils. Le 3e, si, lui, on s'est raconté. C'était en 2015. Il m'a demandé les excuses. Il m'a mené chez eux. Je dormais avec lui là-bas. Je dormais avec lui. On restait ensemble, tout. On restait ensemble. J'avais tout chez eux. Je faisais tout. C'est là-bas qu'on dormait. Quand j'ai attrapé la grossesse de celui-ci encore, je lui ai dit que ouais, papa, il est comme ça, je suis enceinte. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Toujours comme ça. Maintenant, un jour, je suis allée parler pas de sa mère. Sa mère a dit que ce n'est pas là son problème, que je dégage sa maison. Maintenant, sa mère a appelé son fils, il a mis sur la table que la grossesse, il reconnaît ses grossesses. Son fils a dit que non, que ce n'est pas lui qui m'a enceinté, que c'est Francis qui m'a enceinté. Je dis ouais papa, Serge, pourquoi tu mens comme ça? Comment tu mens les choses comme ça? Pourquoi tu es en train de mentir comme ça? C'est toi qui m'as enceinté, maintenant tu dis que ce n'est pas toi qui m'as enceinté, comment? Il dit devant elle qu'il ne connaît pas ça. J'ai lui demandé de famille pour voir. Elle dit qu'elle n'a pas de famille. Elle dit qu'il n'a pas de famille. Je dis que tout l'entour, je vais voir la famille. Si l'enfant-ci était morte, c'est que je vois les familles ici. Je vais voir. Il dit qu'il n'a pas de famille. Bon, je voyage. Il est toujours ici dans la chambre que j'aime. Si je ne vois pas ta famille en rentrant au village, je ne vois pas ici. Élise avoue avoir été trompée par Serge une énième fois et insiste que ce dernier serait bien le père du 5e enfant qu'elle porte à terme actuellement. Elle quitte là-bas chez eux, il vient à Makepe me voir. Il me supplie, me demande les excuses. Il dormait avec moi. Il dormait avec moi. Il dit, je ne veux pas. Il me dit que ouais, pardon ma chérie. Je veux encore, j'ai vraiment changé. Je n'ai plus ce genre de comportement que j'avais. Mon cœur est vraiment sur toi. Pardonne-moi de tout ce que je te faisais. J'ai dit d'accord. Moi, j'ai le cœur chrétien, je te pardonne. Il dit que ouais, pardon ma chérie. Je veux qu'on fasse encore une dernière. Enfin, je dis ouais, pardon Serge. Je ne sais pas si tu vas t'occuper de cet enfant. Parce que moi, je te connais. Je dis que non. Que franchement, qu'il a changé. Que l'argent n'en manque pas. J'ai dit d'accord, s'il n'y a pas de faute. Voilà ça que j'ai accepté. Il m'a enceinté. Maintenant que ce n'est pas son enfant, il me tourne et je ne le vois plus moi. Je ne sais pas comment que je vais le faire. Il m'a trompé, il m'a enceinté, il est parti. Je le cherche même partout, je ne le vois plus moi.
Face à ce rejet, Élise ne sait où aller avec ses enfants. J'ai pris soin de toi dès ton origine. De jour comme de nuit, sous la pluie comme sur le soleil, cette petite famille erre ça et là en quête de refuge. Je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, c'est 3 mois que je suis dehors. Parce que j'ai vu moi que ici, je dors que dans la pluie qui tombe, il pleut sur moi. Tout qui pleut sur moi, là, il pleut sur moi partout. Jusqu'à même ici, là maintenant, je suis malade. Oui, depuis 2 mois, elles sont dans la rue. Elles dorment comme ça en plein air, sans abri, dans des conditions déplorables. Et les enfants sont exposés, vraiment. Et ces enfants ne vont même pas à l'école. On vit comme ça dans la rue. Même pour manger, on ne mange pas. Même pour boire un gobelet d'eau, ce sont les passants qui nous aident, des bonnes volontés. C'est dans ce débarras et en plein air qu'elle garderait le reste de ses affaires et celui de ses enfants. C'est ici que je mets mes choses, c'est ici que mes choses restent, c'est ici que je le dépose. C'est ici là. Voici que mes choses, voici que mes choses restent. Voilà dire, voilà que mes choses restent. Voilà mes choses. Voilà. Moi, je travaillais mon travail. Moi, je faisais tout. Je faisais mon travail. Je suis une fille que je me bats. Rien ne peut me dépasser à faire. Rien. Je me battais, je travaillais mon travail. On me payait 25 000, je nourrissais mes enfants avec. En effet, depuis son enfance, la famille de son père l'aurait rejeté pour des raisons assez complexes. Aujourd'hui, elle déclare avoir été dépossédée du peu de biens qu'elle aurait hérité de ses parents. Je n'ai pas où dormir. Je dors que dehors avec mes enfants. Je ne sais pas comment que je suis fait. Mon père ne vit pas, ma mère ne vit pas. Mes frères et soeurs sont morts, je suis orpheline. Ma mère a accouché, ils sont tous morts. Je suis moi seule, comme tu me vois. On habitait dans la maison familiale. La famille est venue nous mettre dehors. Il a dit que mon père n'avait pas le terrain. Comme mon père ici, c'est là, c'est monté, c'est descendu. C'est depuis ces jours là-bas que mes problèmes ont commencé. Je suis allée au village habiter. On est venu monter le coup, on a menti à mon oncle que je suis enceinte de tout ça. Mon oncle m'a porté et m'a jeté dehors. Mais les gens qui étaient là-bas, les pasteurs sont venus demander non, papa, laisse la fille là tranquille. Il n'a pas compris. Il m'a chassé comme un chien. J'ai porté, mais je suis partie. Jusqu'à aujourd'hui, il n'aime pas me voir. Et je suis allée à la police, j'ai coupé une convocation. Je suis allée les donner là-bas. On allait à Ndungé pour ces problèmes de ces terrains-là toujours. Arrivant là-bas, ils ont dit que mon père n'avait pas de terrain, que mon père n'avait rien. Je ne pouvais moi rien faire. C'est jusqu'à depuis ces jours-là, comme il n'aime pas me voir. Me voici tout comme ça. Je n'ai plus moi personne, à part mon Dieu et ma maman Sylvie, ce qui m'a raconté. Je n'ai plus moi personne. Elle m'a donné le numéro de téléphone d'un membre de cette famille. Lorsque j'ai appelé, j'ai demandé est-ce que vous êtes bien Michel? Elle m'a dit oui. Est-ce que vous connaissez Élise? Elle dit oui. Elle est qui pour vous? Elle dit que c'est ma cousine. Est-ce que je peux vraiment, je lui ai fait part du cas d'Élise, de sa situation. Et j'ai demandé à rencontrer ce membre de cette famille-là. J'ai demandé à rencontrer cette dame. Alors cette dame m'a repoussé au téléphone. Lorsque j'appelais, elle éteignait le téléphone était disponible. Et avant donc que je ne rende compte à Micheline de l'attitude de cette dame, avant que je ne rende compte à Élise, pardon, de l'attitude de cette dame, elle-même avait déjà dit que lorsque on essaye d'appeler là-bas, ils sont rejetés. Donc lorsqu'on essaye d'appeler, ils rejettent. Donc ils ne veulent rien d'eux. C'est exactement ce qui s'était passé. Pourquoi ils sont rejetés? Effectivement, elle m'a fait comprendre que sa maman n'avait pas été acceptée déjà dans la famille. Pour Papa Charles, très informé de leurs conditions de vie, c'est une véritable situation d'urgence. Je connais le père de ces deux filles. Il s'appelle Théa Jean. Théa Jean. Il travaillait à la présence à Yaoundé. Et on l'avait affecté à Douala. Il habitait à l'école au collège de la maturité à l'époque. Il était mort. Et quand il est mort, on faisait la même réunion ensemble avec lui. J'ai encore les documents ici à la maison. Donc quand il est mort,
Il a laissé ses enfants et sa femme. Sa femme est d'abord partie et il est resté. Nous sommes partis, mais enterrés même, lui-même au village. Fait de compte. Bon, sa famille a rejeté la fille en question. Je ne sais pas pourquoi ils ont abandonné la fille en question. Je l'ai seulement rencontré et vit dehors. Et vivait avec un jeune gars. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Je ne sais pas. Et le gars en question, là, ils ont même 4 enfants. Je ne sais pas de ce qu'il s'agit. Je connais à ce moment-là là-bas. Au moment qu'elle dort dehors, elle est en train de souffrir avec les enfants. Elle souffre avec les enfants parce que les enfants sont là. Ils souffrent. Elle ne mange même pas. Elle mange à peine. S'il y a possibilité, vous l'aider. Même moi-même, s'il y a possibilité, je devais l'aider. Je n'ai pas de possibilité. Il n'arrive pas à aider ma famille combien de fois elle. Tout compte fait, Élise, actuellement fiévreuse, est dans la rue depuis plusieurs mois avec 3 enfants à charge et à terme du dernier. C'est à peine s'ils peuvent se nourrir pour se maintenir en vie. Ça fait 3 semaines que je les ai connus et depuis que je les connais, chaque fois je passe voir leur situation, je passe les saluer, je passe donner à manger. Ils ont droit à l'éducation, droit à la santé, etc. Donc ils n'ont pas subi des erreurs de qui que ce soit. Trouver qu'ils soient en train de dormir comme ça dans la rue, c'est pas bien. Surtout vu son état, dont elle est presque à terme. Et dans quelques jours, elle pourra vraiment accoucher. Élise a urgemment besoin de notre secours. Les besoins primaires, la nourriture et un toit pour ses enfants qui par ailleurs n'ont pas fréquenté cette année. La situation de ces enfants touche la sensibilité des uns et des autres. Vraiment, que vraiment chacun puisse vraiment contribuer, que les âmes de bonne volonté puissent contribuer à ce que Élise ait un logement. Vraiment, je suis vraiment dépassée. Je demande l'aide à tout le monde, les gens qui pourront m'aider. Bientôt, je vais accoucher. Je vous en supplie seulement. Je vous demande l'aide et je demande un toit pour mes enfants. Bientôt, je vais accoucher. Je ne sais pas comment que je vais faire. Je vous demande pardon. Je pleure beaucoup. Ne m'abandonnez pas. Je demande l'aide à tout le monde. L'urgence serait aussi et surtout la prise en charge pour son accouchement imminent. J'ai fait mes visites. À 5 mois, j'ai arrêté les visites parce que je n'avais plus l'argent de continuer. Je vendais mes œufs. Je vendais un platé des œufs. L'argent des rations des enfants sortait là-bas et l'argent des visites sortait là-bas. Ça m'a dépassé. J'ai arrêté les visites. Elle est presque à terme, elle va accoucher bientôt. J'aimerais vraiment que sa situation soit, qu'on trouve vraiment une solution par rapport à sa situation. Qu'importe son passé, ses erreurs et ses faiblesses, en geste de cœur, peut tout faire basculer. Voilà, vous venez de suivre l'histoire de Élise. Élise qui est jusqu'à présent dans la rue et a besoin de notre aide, a besoin de notre soutien afin qu'elle puisse trouver un toit pour ses enfants et même de quoi nourrir ces enfants-là et même et surtout qu'elle puisse accoucher dans de très bonnes conditions. Donc l'appel a été lancé, faisons un geste. Le mieux pour nous, ce serait de ne pas chercher qui a tort, qui a raison, ni de juger, mais de pouvoir être pragmatique, de pouvoir